Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, Monsieur Abdoulaye Mossé, député du Mouvement du Peuple pour le Progrès et secrétaire national chargé des mouvements et associations dans le bureau exécutif du parti. Bonsoir Monsieur Mossé. Bonsoir Jean-Emmanuel. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Alors, une école primaire de 1977 à 1985 qui vous conduit de Ouagadougou à Touga, puis retour à Ouagadougou, des études secondaires donc à Ouagadougou dans la capitale en comptabilité, et après votre BEP en comptabilité, donc vous arrêtez et vous optez déjà pour une formation en informatique, notamment la gestion informatique des projets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord ce parcours? Il faudrait dire que ce n'était pas facile parce que, heureusement ou malheureusement, je suis l'unique fils à l'époque de la maman. Et bon, comme on aime le dire, vraiment chérie, souvent ce n'était pas facile. Et qui connaît le quartier Koulouba, c'était un quartier un peu difficile. Je partais seul à l'école, j'avais trop de problèmes. Bon, en temps, on a pensé que peut-être que, comme je ne suis pas dégourdi, si on m'envoie prendre le terrain en province, peut-être que ça va aller. Bon, arrivé là-bas, à Tougan, oui, les activités champêtres et autres risquaient de prendre le pas sur l'année académique. Donc, ils ont vu juste me faire revenir très rapidement. Et bon, je pense que j'ai continué à voir le CP ici. Et puis, bon, après, c'est le lycée Newton. Après le lycée Newton et le côté second cycle, j'ai opté pour la comptabilité avec la seconde AB3. Et donc, quand j'étais au niveau de la classe terminale, j'ai eu le BEP option comptabilité. Je n'ai plus rien entendu parce que le vieux partait à la retraite. La suite de la scolarité était un problème. Et voilà, paf, automatiquement. Là, vous étiez obligé d'arrêter? D'arrêter de suivre le reste en cours du soir pour me former. Et puis, voilà. Et là, vous dites bien que votre papa partait à la retraite. En ce moment, donc, il fallait peut-être, dès ce moment, rentrer dans la vie professionnelle. Absolument, puisque avec l'élargissement de la famille, je devenais l'aîné de la famille. Il fallait laisser s'occuper des autres enfants. Moi, je suis passé comme agent de liaison, premièrement au siège du ODPMT. Bon, par la suite, la secrétaire avait un peu de difficultés. Et en fait, l'informatique, à l'époque, c'était les machines Olympia. Je suis passé comme secrétaire. Bon, au fur et à mesure, en temps, le siège du ODPMT s'élargissait. Et je rappelle qu'en son temps, le trésorier principal, c'était Véronique Kando et l'adjoint, c'était Paramanga Nyoli. Et j'étais le caissier. Donc, quand ça s'est élargi, automatiquement, ils ont changé à chercher un gestionnaire du siège. Donc, comme comptable, je voulais lancer le recrutement. Bon, j'ai dit, bon, moi-même, je vais ce papier-là aussi. Donc, de fil en aiguille, j'ai gravi tous les échelons au niveau de l'administration, du siège du ODP jusqu'à CDP. Je rappelle que même la construction du siège sur l'avenue Kwame Nkrumah, j'étais actif en ce moment toujours au niveau du CDP. Mais vous avez quand même un diplôme de BEP et vous acceptez d'être un agent de liaison. Est-ce que à l'époque c'était de gaieté de cœur? Parce que quand même on peut dire que vous pouviez espérer mieux. Vous voyez, dans la vie, moi je viens d'un quartier populaire. Voilà, parce qu'après Koulouba, on s'est déplacé vers Kalgoné, vers le Siao. Et de là-bas, imaginez-vous, si je devrais marcher à pied, et je marchais à pied à un moment donné pour aller au lycée Newton, au Grand Marché, pour retourner. Vous voyez la distance? Bon, quand on accepte pour faire ça, et puis il y a d'autres petits frères, à un moment donné, quand tu atteins pratiquement 20 ans, il faut aller dans la vie active très rapidement. Donc, tu n'avais plus le choix pour choisir un métier. Mais est-ce que vous n'étiez pas frustré quand même avec un BEP de faire agent de liaison? Non, pas du tout. Pas du tout. Je savais que, parce que généralement, je ne suis pas pressé. Ce que je veux l'obtenir. Ça, à mon niveau, voilà, quand j'ai un objectif, je pense que je mène aisément toutes sortes de sacrifices pour pouvoir aboutir à ce que je veux. Et là, vous rentrez donc au siège de l'ODPMT à l'époque, qui va donc devenir plus tard le CDP. Voilà. On peut dire que vous êtes rentré de plein pied, parce que c'est l'administration, mais est-ce que ce n'était pas également peut-être un engagement politique?
Non, je ne m'y connaissais rien parce que à travers Simon Comporé, où le papa était avec lui à la caisse générale de péréquation, ils m'ont dit d'aller commencer au siège du ODPMT. Bon, en son temps, moi, je suis sankariste. J'ai dit, bon, je ne veux pas parce que, bon, ça ne me convient pas, je ne vais pas me sentir. Bon, il y avait deux choix. Bon, soit tu traînes toujours, et moi, en partant, tout le grain était chez moi à la maison, le grain du quartier. Bon, là, à ce niveau, il y avait des gens qui avaient fini à l'université et tout. Bon, mais quand même, j'arrivais à rassembler du monde autour de moi. Donc, partir là-bas, et travailler le soir, revenir au grève, ça, c'est... Il faut taiser jusqu'à 2 h du matin. Bon, finalement, j'ai accepté, mais je me rappelle exactement le jour où je partais, je me suis arrêté au niveau du rond-point des Nations Unies pour décoller sur ma moto P7, la photo de Thomas Sankara avant de rentrer dans la cour là-bas. Vous avez peur qu'on voit les sankaristes arriver? Non, même malgré ça, il y avait les anciens CDR reconvertis en CR qui m'ont pris en chandouisse, et je me rappelle très bien. Nous étions Achille, ça n'allait pas être bien pour moi, parce qu'ils ne pensaient pas que je venais pour travailler, ils pensaient que je venais pour espionner. Donc on m'a encerclé immédiatement dans la cour. Bon, parce qu'il y a eu des époques où on s'est affrontés sur le terrain au moment de la conférence nationale au Burkina. Donc ce n'était pas lié à une ambition politique à ce moment? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Il fallait obéir au papa et puis bon. Et puis joindre les deux bouts. Voilà, il fallait essayer de se chercher. Voilà. Alors, après donc cette étape, vous l'avez dit, vous étiez donc à l'ODPMT. Oui. Après donc, vous avez géré la caisse au niveau donc du siège. Oui. Ensuite, un poste de comptable à la mairie de Ouagadougou. Oui. Avec donc le maire Simon Compaoré. Nous sommes en 1997. Oui. Et de la mairie, vous passez en 2003 à Mediacom, qui est donc une agence de communication. Oui. Voilà, où vous vous occupez notamment de l'affichage publicitaire sur les bus. Oui, il fallait que c'était laborieux, parce que les bus étant à Kosodo, il fallait que les bus rentrent à 23 h, que tu puisses conduire une équipe à 1 h jusqu'à 5 h du matin pour l'affichage. Il faudrait dire que Mediacom, c'est M. Suet Simon, qui est un Français, mais très rigoureux. Et je pense qu'en matière de communication, il est parmi les premiers à l'époque. Donc c'était très, très enrichissant et un challenge de travailler avec lui. Et après tout cela, donc 2004, vous êtes à Interpub. Oui. Là également, c'est une agence de communication. Oui, il faudrait dire qu'à un moment donné, le personnel au niveau de Mediacom, il fallait alléger. Et vous avez vu, on a tenté toutes sortes d'assimilation pour l'affichage sur les bus avec les cornières. Et finalement, il y a une autre facette qui est arrivée où c'était plus facile d'afficher sans trop de personnel autour. Donc on n'avait plus besoin de tout le monde. On n'avait plus besoin de tout le monde. Bon, et comme le métier m'a donné envie, donc très rapidement, comme vous le savez, je me suis formé dans le tas et puis bon, essayer de voir pourquoi pas m'envoler de mes propres ailes aussi. Donc c'est là les frais de revoir que Mediacom m'a donné. Et je suis allé vers Maître Copio et puis demander à créer Interpub, sans que la famille même ne sache que j'ai abandonné là-bas. Alors donc Interpub, ça c'était en 2004. Oui. Et comment ça s'est passé? Parce que c'était quand même une aventure. Vous étiez un employé. Aujourd'hui, donc en 2004, vous décidez donc de vous lancer comme ça en créant donc Interpub. Comment ça s'est passé avec Interpub dès le début? Il faudrait dire que dès le début, ce qui marchait plus, il fallait que je me forme beaucoup sur Publisher pour pouvoir faire des cartes et puis proposer aux gens les cartes d'invitation et tout. Et je me suis lancé dans ça et puis travailler avec des imprimeries. Et aussi, il fallait que je travaille sur un logiciel Illustrator et Photoshop pour pouvoir faire des affichages et un certain nombre de choses. Donc à partir de là, c'était un peu rare à Ouaga. Donc j'arrivais à avoir un peu de marché et j'ai arrivé à recruter quand même de personnel un peu plus qualifié que moi-même pour mener certaines activités. Et pour vous dire qu'à un moment donné, le ministère des Sports, ils ont rompu un contrat unilatéral puisque j'ai même pu avoir l'affichage publicitaire dans
tous les stades du Burkina Faso qui appartiennent au ministère des Sports. Et là, et même avec les matchs des étalons, la fédération va se souvenir, on a eu tellement de problèmes parce qu'ils m'ont donné de fait l'exclusivité. Donc à un moment donné, ils ont vu que c'était une erreur. Bon, et un soir, le ministre Palme a rompu d'une manière unilatérale le contrat. Donc il fallait repartir encore sur d'autres bases pour continuer encore. Généralement, c'est le contrat qui permettent quand même aux agences de communication de souffler un peu. Alors parlant justement de ces agences de communication et de la publicité d'une manière générale au Burkina Faso, c'est un secteur assez particulier. Aujourd'hui, vous l'avez dit peut-être à l'époque des médias comme autres, il n'y en avait que quelques-unes. Aujourd'hui, on assiste à une floraison de ces agences de communication et on a eu l'impression d'une désorganisation un peu du secteur. Est-ce que vous avez la même lecture ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que la question de l'employabilité aussi a fait aujourd'hui que chacun s'est dit que je peux faire ça. Et ils vont nommer leur structure agence de communication. Pourtant, à la limite, même quand vous voyez Interpub, on s'est plus spécialisé dans le domaine de l'événementiel, parce que de 2005 à 2008, j'ai eu la chance de représenter le Burkina Faso à plusieurs rencontres sur le plan africain. J'ai rencontré le président ATT, à Bamako, et on a échangé sur le développement de l'Afrique et la transformation de nos produits d'abord, puisqu'on ne peut pas concurrencer rapidement en technologie l'Occident. Donc quand je suis venu, j'ai pensé net, pourquoi ne pas lancer le Salon international du textile africain en 2008 et ça s'est concrétisé en 2009. Je suis d'accord avec vous, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de domaines que, agence ou structure, on peut se spécialiser, comme la communication en ligne, comme la communication par l'objet, comme, je ne sais pas, ce qui est sûr, il y a des designers aujourd'hui, aujourd'hui on veut engranger tout, comme une boutique qui est dans les quartiers, qui dit commerce général, bon, les moussis, la Ouedraogo et frère. Voilà. Mais est-ce que ici, ce n'est pas un domaine peut-être qui souffre également d'un manque d'encadrement? Parce qu'on a l'impression aujourd'hui que tout le monde peut faire pratiquement tout. J'ai travaillé avec des professionnels avertis sur le continent comme en Europe, mais généralement, vous voyez, les gens confondent. Ce n'est pas parce que je suis journaliste que obligatoirement l'agence de communication, je suis la personne mieux placée pour gérer l'agence de communication. Il y a le travail que vous devrez accomplir, mais la gestion d'une structure, le management de toute la boîte, ça c'est une autre chose. Donc soit on se place en investisseur dans des domaines bien précis et on essaie de chercher des professionnels pour atteindre l'objectif qu'on veut avec l'entreprise. Mais maintenant, c'est comme si un cultivateur s'élève pour dire que non, lui-même en réalité, lui-même peut organiser des salons pour exposer l'igname et tout. Mais il y aura un moment où tu dois être dans ton champ, tu dois aller faire le salon à quelque part. Ça c'est un problème. Voilà, donc c'est ça il est dit. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais à la limite, il va falloir que, par le dynamisme, vous le savez très bien, autant chaque mois ou chaque année, il y a des milliers d'entreprises qui naissent et en moins de 6 mois qui disparaissent également. Okay. Alors vous avez été également très actif au sein de la Ligue des consommateurs, dont vous avez même été donc le vice-président jusqu'en 2015. Une structure qui souffre aujourd'hui d'une image particulièrement dégradée auprès des citoyens, notamment après de longues années de querelles à son sommet. Ce qui donne l'impression à beaucoup que dans la Ligue des consommateurs, on vient plutôt pour saisir des opportunités que pour véritablement s'engager pour la cause des consommateurs. Est-ce que ce n'est pas une Ligue vraiment qui traîne cette image-là aujourd'hui? Je pense que les responsables de la Ligue aujourd'hui, après réconciliation que personnellement j'ai été actif avec l'ancien vice-président Zoumana Lazare, et vous le savez très bien que c'est jusqu'en 2015. Parce qu'à la Ligue des consommateurs, il y a plusieurs personnes qui se complètent. Il va falloir avoir des ingénieurs, des techniciens qui puissent aller chercher des données et avoir d'autres personnes aussi qui sont courageux pour aller face à la presse pour livrer ces données. Et vous le savez très bien que quand il s'agit de dénoncer, c'est tout autre chose. Quand il s'agit de réfléchir, ça aussi, il y en a qui sont spécialisés dans ça. Donc, à la Ligue, aujourd'hui, la population a tellement souffert par leur absence.
Et du moment où on avait besoin d'eux, effectivement, il y avait des querelles de leadership de 2012 jusqu'à un certain moment donné. Mais il faudrait dire qu'à un moment donné, c'est la politique qui a créé ces problèmes au niveau de la Ligue des consommateurs. Voilà. Donc vous voulez dire que c'est une ligue politisée? Non. Et quand je dis ça, parce qu'avec la question du Sénat, il y avait déjà des prétentions pour les places réservées au niveau de la société civile. Voilà, donc pour vous dire clairement que, et en son temps, il y avait des gens même qui ne voulaient même pas voir la question de la modification de l'article 37, n'en parlons pas le Sénat, puisque c'était un endroit pour aller loger des gens pour qu'ils ne parlent même pas de l'article 37. Donc tout le monde a compris ça comme ça. Mais au moment où on était à ce niveau, d'autres étaient dans d'autres dynamiques. Donc nécessairement, ça chavirait parce que l'éthique de la Ligue, c'est pas ça. Mais personnellement, quand je suis élu député, je ne parle plus au nom de la Ligue des consommateurs. Et depuis 2014, la création du MPP, je ne peux plus parler au nom de la Ligue des consommateurs dans aucune des presses pour des questions d'éthique et pour... Mais est-ce que vous comprenez, parce que le consommateur aujourd'hui a besoin plus que jamais de la protection, avec voilà, des sachets d'eau peut-être impropres à la consommation, on parle de riz impropre à la consommation qui rentre souvent dans le pays, des boissons gazeuses effectivement également. Dans ce contexte, on a une ligue un peu plus en otage. Non, je suis plus averti à ce niveau pour vous rassurer que ce que vous dites, c'est une réalité. Et c'est pour cela que chaque chose, il y a des processus. Et il fallait amener les deux bords à s'entendre. Je pense que nous avons réussi. Il y a un nouveau récépissé qui est sorti, il y a un nouveau président qui est installé maintenant, et avec une composante où vous avez les deux parties. Et à ce niveau maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment les accompagner? Parce que tout ce qu'ils avaient comme ressources également, je vous rappelle que depuis jadis, l'État a donné une subvention de 10 millions, pas pour se partager, mais pour uniquement le loyer et le personnel fixe. Mais depuis ce temps, la Ligue est en train de se reconstruire à travers les cotisations et nous tous, on continue à contribuer pour faire avancer les choses. Mais je vous promets que d'ici là, la population souffre. Je suis également d'accord que ce soit les matériaux de construction ou tout ce qui est fer et autres, ce qui est déclaré, ce n'est pas ce qui est sur le terrain. Et au niveau des aliments, et au niveau de la question des téléphonies mobiles, nous souffrons aujourd'hui parce que même à l'international, votre carte de crédit et autres peuvent se bloquer dû seulement à des questions de réseau, connexion dans notre pays ici. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais rassurez-vous que personnellement, en étant un ancien membre de la Ligue des consommateurs, j'ai pris l'engagement au niveau de l'Assemblée nationale qu'avant la fin du mandat, qu'on puisse voter une loi pour la protection des consommateurs. Et à ce niveau, il reste que le président de l'Assemblée valide, nous devrons le rencontrer. Un certain nombre de députés, on s'est retrouvés. Je précise que j'étais président du groupe d'amitié Burkina-Chine-Taïwan. On est 127 députés, j'avais 90 députés dans Mais quand j'ai créé le réseau pour la protection des consommateurs, nous ne valons pas 10 personnes pour l'instant. Voilà, mais qu'est-ce qui nous garantit, parce qu'aujourd'hui c'est ça la question, qu'est-ce qui nous garantit qu'on ne va pas retomber dans les mêmes travers, les vieux démons risquent de prendre les dessus, parce que la Ligue au niveau de la Ligue, non, je pense pas. Et je pense qu'au niveau du Parlement, s'il y a une structure également pour accompagner la Ligue, qu'avec moi ou sans moi, cette structure va toujours continuer pour être en amont à quelque part, pour que ce que la Ligue n'a pas pu stopper, qu'au niveau du Parlement, le gouvernement soit interpellé ou que des structures soient interpellées d'une manière ou d'une autre. Alors, M. Moussé, vous l'avez dit tantôt, vous êtes également engagé un peu dans le domaine donc, de la promotion du textile africain avec votre salon. C'est une autre corde que vous avez ajoutée à votre arc. Quelle est la vision derrière, donc, en tout cas, la tenue de ce salon-là, à côté d'autres salons qui existaient déjà? Je ne sais pas lesquels. On a par exemple dans Fanny Fashion Week, on a un certain nombre de structures, de salons aussi comme ça qui faisaient la promotion un peu du textile local. Oui, voilà, vous voyez très bien que en matière de salon, je pense que c'est en 2008, comme je vous l'ai dit, que le premier salon est venu. Donc je ne sais pas s'il y avait ces structures en 2008. Je pense qu'il y a les images à la TNB ici, et comment on a souffert dès le départ. Donc c'est une volonté d'apporter ma contribution également, parce que moi, ma vision, je me dis que ce que nous investissons dans l'année, dans le mois, dans le textile,
si l'on essaie de voir, c'est des devises qui sortent hors du Burkina, hors de l'Afrique. Et je suis convaincu que ces pauvres mamans qui s'adonnent au métier du textile, en amenant, parce que nous avons un plaidoyer que nous voulons, et le Premier ministre nous a écouté rien que la semaine passée, c'est qu'au niveau du Burkina Faso, qu'on puisse amener l'ensemble des élèves à porter le textile africain, plus particulièrement le faso d'Anfani. Que ce soit la tenue scolaire, vous voulez dire? Exactement. Et parce que vous savez, nous avons plus de 4 millions de scolaires qui peuvent être intéressés par cela. Et même si il y a une histoire de marge de 1000 francs là-dessus, ça fait plus de 4 milliards. Et le chiffre d'affaires par an, au niveau local, c'est des questions de dizaines de milliards. Et nous sommes convaincus qu'avec l'action de l'État pour accompagner Filsa et accompagner la Sofitex, ces bonnes dames pourront avoir à prix réduit les fils pour pouvoir faire sortir. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un artisanat capable de sortir suffisamment de tenues pour habiller tous les élèves? Parce que c'est ça aussi le problème souvent. Oui, je vous informe, les femmes sont structurées au niveau de l'ensemble des 13 régions. Il y a 2 années de cela, au niveau des 13 régions, nous avons essayé de mener un certain nombre de textes et nous avons organisé des conférences où elles sont venues. Et je pense qu'ils connaissent par région, il y a approximativement combien d'élèves. Et nous sommes en partenariat présentement pour faire des conventions avec l'Union des établissements laïques, les établissements autres Madarasa et autres. Et nous sommes en train de voir comment on peut s'entendre au niveau du ministère du Commerce, à Benorm particulièrement. Nous sommes en train de voir comment trouver quelle teinture il faut utiliser pour ne pas abîmer la peau des enfants, ou la filature, au niveau de la filature depuis Filsa, ils vont mettre les couleurs sur les fils. Et là, en ce moment, c'est bien engagé et je suis passionné par ce débat du textile. Et normalement, en novembre, nous partons à le textile, le salon qu'organise le Burkina doit se dérouler à Malabo, en Guinée équatoriale, si tout va bien. Alors, M. Moussé, nous allons évoquer à présent votre engagement politique. Depuis pratiquement 1999, vous êtes dans l'arène politique, avec donc une présence bien remarquée, notamment jusqu'en 2014. Vous êtes l'un des leaders de la jeunesse du Congrès pour la démocratie et le progrès, membre du bureau politique du parti du CDP de 2009 à 2013. D'abord, quel a été le fondement de cet engagement? Est-ce que ça a été peut-être la logique? Après, vous l'avez dit, vous avez commencé au siège de l'ODPMT. Est-ce que c'est là-bas que c'est né ou est-ce qu'il y a un idéal au-delà de cela? Oui, je vous disais tout à l'heure, pour être honnête avec moi-même, que quand je partais au CDP pour aller travailler, c'était pour une fonction, mais pas pour aller faire la politique. Et ils vont le dire, quand je partais, je n'étais dans aucune des structures. C'est juste après, en 1999, que le CDP a décidé d'organiser d'une manière démocratique des élections au niveau des zones. Ce que nous appelons des zones, c'est-à-dire souvent les secteurs sont subdivisés en zones pour chercher le président des zones à la méthode CDR, et après on monte, les zones vont se retrouver pour chercher le président du secteur. C'est là que je suis passé président des zones derrière le CIAO, je suis passé président des jeunes de l'ancien secteur 30, président des jeunes de l'arrondissement de Bogodougou. C'est par volonté pour changer. Mais je me rappelle, pour tous ceux qui ont une image de moi toujours, en 1999 et 2000, j'étais le seul à attaquer la mairie de Bogodougou avec mes éléments, parce que la gestion des parcelles, c'était pas ça, parce que tout simplement, tout ce qui était des trucs communautaires, c'était pas ça. Et je pense que la presse en a fait écho. Et on avait des petites revues où on mettait Secteur 30 Info qui circulait au niveau de la brousse de travail, même avec Bouri Bana au même moment. Je pense que le CDP m'a rappelé à l'ordre à cette période. Et voilà, ainsi de suite. Donc, pour moi, il y a une chose. Mes amis se sont moqués de moi. Tu allais te fourrer dans quelque chose où Sankara est mort. Bon, toi, aujourd'hui, tu fais partie. Bon, donc, il fallait me dédouaner. Donc, je me suis dit, je rentre dedans et j'essaie de changer de ma manière aussi la chose. Voilà, donc, mes amis qui m'écoutent aujourd'hui, bon, c'était comme ça. Donc, j'avais des positions un peu tranchées à l'intérieur. Voilà. Est-ce qu'il y avait véritablement de la place justement pour ce débat-là à l'intérieur? Non, je me suis rendu compte par la suite qu'il n'y en avait pas. À partir de 2011, nous avons remarqué que la ville commençait à bouillonner et même notre siège sur Kwame Nkrumah a été incendié au niveau du CDP.
avec un certain nombre de camarades, nous avons mené des réflexions hors parti pour proposer des sorties de crise au parti. Bon, je pense que je n'ai pas été écouté et je faisais partie de l'Union nationale des jeunes avec l'honorable Salif Sawadgo. Et en son temps, c'est lui qui était le président. Et je pense que jusqu'en 2012, où ça s'est aggravé. Et en 2012, comment ça s'est aggravé? Au congrès 2012, nous avons constaté que l'allure de la FEDABC était en train de venir pour surplomber le dynamisme de la jeunesse du CDP à l'époque. Pourtant, nous, on s'est battu démocratiquement, comme je vous l'ai dit, pour atteindre un certain niveau et voir au congrès du CDP des gens qui ne faisaient pas partie du bureau politique national, qui ne faisaient pas partie du bureau provincial, ni des secteurs, que l'on enjambe toutes ces structures pour venir les placer au niveau du bureau exécutif national. Bon, là, tu n'as pas besoin d'écouter quelqu'un, on va dire qu'on te montre, mais si tu es intelligent, c'est pas dans ça ton dessin y est encore, parce que le désordre a commencé. Soit tu choisis ta posture et puis tu t'en sors. Donc, vous traitez également quand même l'image d'un agitateur politique quand on écoute par exemple vos adversaires quand ils disent que Abdoulaye Moussé c'est un créateur de problèmes, il aime voilà. Non, non. Non, je pense pas. Ce qui ne peut pas être dit d'une manière, je sais que en politique, c'est l'hypocrisie totale. Donc, tu choisis ta voie d'opérer. S'il y a des spécialistes plus que toi en hypocrisie, obligatoirement, il faut choisir la voie de l'honnêteté avec les gens. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on camoufle en réunion et puis on ne veut pas dire. Il faut après aller faire de l'hypocrisie toujours. Donc, en réunion, je dis ce que je pense. Et ça crée des tambouilles tout le temps parce que les gens n'étaient pas prêts pour qu'on publie cela. Donc, automatiquement, plusieurs fois, des gens vont me trouver que je ne suis pas conciliant et autres. Mais en réalité, c'est ce qu'on veut cacher que je fais sortir. Voilà. Alors, en 2014, vous démissionnez donc du CDP. Et vous êtes donc là, au niveau donc, du MPP, vous êtes membre fondateur du mouvement du peuple donc, pour le progrès. Vous avez déjà évoqué un certain nombre de raisons donc, de votre démission, de votre départ, disons, du CDP. Est-ce qu'à ce niveau également, parce que quand on regarde un peu, de 1999 jusqu'à pratiquement 2014, vous n'avez pas eu de mandat électif, vous n'avez pas eu un poste de nomination et tout ça. Est-ce que tout ça également n'a pas contribué à cultiver en vous ce ressentiment-là? Pour vous dire honnêtement, si le président du FASO pense que je peux travailler ailleurs, même demain matin, il peut démissionner à l'Assemblée nationale. Pour moi, en 2014, on ne partait pas pour devenir député ou autre. Je préfère le dire très sincèrement. Parce que quand vous voyez sur 500 membres du bureau politique du CDP, que ce soit 15 démissionnent, je ne vais pas dire comment d'autres on a courtisé pour qu'ils puissent signer la démission. Parce que quand tu te rappelles de Thomas Sankara et tu te rappelles de plusieurs victimes en politique, et voir qu'il y avait Blaise Compaoré, il y avait François Compaoré, il y avait la FEDABC, il y avait le RSP, et en étant à l'intérieur, il y a d'autres choses que je ne vais pas citer. Voilà. Prendre ce risque pour affronter et puis sortir, bon, c'est clair. Même des gens pensaient, beaucoup, 50% de l'opinion même se disait que est-ce que ceux-ci ne sont pas sortis pour faire le jeu de Blaise Compaoré. Donc, je pense que c'est à force d'exprimer quelque chose à l'intérieur et on est mal compris, sinon pas qu'il y ait des frustrations. Je vous donne par exemple, au niveau du CDP, de 2005-2010, les 5000 congressistes qui venaient pour l'investiture de Blaise Compaoré, j'étais le président de la commission hébergement. Oui. Et je pense que Fatou Guingéré, président de la commission restauration, il y a beaucoup de gens que j'ai frotté comme ça en tant que président de commission nationale d'organisation du congrès. Donc, mais ce que je veux dire, parce que quand je n'ai pas fini. Là où vous pouvez dire, peut-être que vous avez appris cela, parce que également en 2012, ils ont dit non, c'est les comités de base dans les secteurs qui vont essayer de désigner le nom, la liste des participants pour les élections municipales. Qu'est-ce qui s'est passé? Au secteur 30, je suis passé deuxième au premier. Le choix devrait être fait au siège. Sinon, à l'unanimité, il y a une bonne quantité, nous deux, on était positionnés. Mais arrivé au siège, ils m'ont enlevé de la tête. Pas pour moi, il y a 6 conseillers et 6 suppléants. Pas me mener au 6e rang, mais aller me mener en 4e.
Et les photos ont circulé sans ma photo. En son temps, j'ai dit si le siège venu. Donc les choses ont commencé à se gâter à ce niveau. Pour les élections législatives, j'ai déposé mes dossiers. Ils m'ont dit, bon, les éléments de la FEDABC que j'ai l'air, non, que je peux citer. Ils m'ont dit non. Que c'est parce qu'on voit ton dossier, qu'on analyse et puis on te classe, qu'on va te voir ici. Effectivement, bon, j'étais nulle part, malgré tous les dynamismes que j'avais. Bon, je pensais que je faisais beaucoup de choses parce que, si vous vérifiez très bien, même le domaine associatif, à l'époque, j'étais à mesure de remplir la maison du peuple, sans louer de quart, sur la base de confiance des membres d'une des plus grandes associations que j'ai gérées, qui est le MAVO. Voilà. Mais ce que je veux dire justement, est-ce qu'à l'époque, si peut-être vos dossiers étaient passés, peut-être qu'on n'en serait pas là, peut-être que vous auriez une autre trajectoire et que vous n'aurez jamais quitté le CDP. Non, c'est imparable. Si vous voyez à un moment donné, quand on a voté l'amnistie à l'Assemblée pour Blaise Compaoré, nous tous on était sûrs qu'il va abandonner. Parce que les risques, même au feu, à tous les niveaux, tout le monde criait. Bon, sauf ceux qui étaient au CDP, qui étaient entre les salles climatisées du matin au soir, qui ne voyaient pas ce qui se passait au feu, qui ne voyaient pas ce qui se passait dans les kiosques au marché. Mais moi, j'ai une association qui a au moins plus de 300 associations fédérées. Je savais ce que la population sentait. Donc, quoi que l'on dise, rien, quand quelqu'un se vante que c'est lui qui a fait l'insurrection, c'est faux. Ça dit que le peuple était arrivé à un moment donné où, mais attends, quand même, le Burkina Faso appartient à tout le monde. On était à ce niveau. Donc, quel qu'en soit ton poste de conseiller, des gens sont allés donner l'air pour devenir sénateur, oui. Mais tout ça, c'était pour peser sur la situation. Mais Blaise s'est rendu compte que ceci ne peut pas calmer la situation. Donc, même si j'étais sénateur, même si j'étais député à l'Assemblée, je pense que j'allais escalader le mur quand l'insurrection est arrivée au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, vous êtes donc membre fondateur, je l'ai dit, donc, du mouvement du peuple pour le progrès. En 2015, vous êtes élu député à l'Assemblée nationale, bien sûr sous la bannière MPP. Vous êtes membre du bureau politique national aujourd'hui, secrétaire national chargé des mouvements et associations donc, du mouvement du peuple pour le progrès. Aujourd'hui, on peut dire que la trajectoire est lancée pour 2020. Le parti s'organise, mais ces dernières semaines, quand même, on a vu quelques signes de bisbilles au sein de votre parti, notamment d'abord la sortie du président par intérim, M. Simon Compaoré à Ouaïguia, où il a été chahuté. Voilà. Quelle lecture vous faites de cette situation, notamment à Ouaïguia? On a vu un peu les photos circuler sur les réseaux sociaux. Le MPP a publié derrière une note également pour donner son avis un peu sur ce qui s'était passé à Ouaïguia. Mais ça, quand même, est-ce que ce n'est pas un signe que les choses ne sont pas si stables à l'intérieur, M. Mossé? Non, je pense que tout ce qui est des grands partis, il y a souvent des questions de leadership entre souvent des camarades et par la passion, souvent on laisse déborder un certain nombre de choses qui viennent salir l'image du parti. Mais sinon que tous ceux qui ont fait cela au niveau de Ouaïguia, en réalité, c'était le fait de ne pas pouvoir gagner certainement la configuration de la section qu'on voulait mettre là-bas. Vous savez que les sections, généralement, pour les élections des députés, c'est ces sections qui constituent des collèges de désignation ou pour constituer les primaires à l'intérieur du parti. Traditionnellement, quand tu rates, il faut que les partis même changent à ce niveau. Quand tu rates un certain nombre de postes, ça fait que lors des primaires, toi, tu es sûr que tu ne peux plus devenir député ou tu ne peux pas espérer. Donc, c'est ça, je vous dis, c'est pas la passion. Et que, voilà, mais vous avez vu que personne n'a claqué la porte. Voilà, donc je pense qu'il y avait le président de la commission de contrôle du parti qui avait accompagné le vice-président. Et par la suite, ils ont poursuivi et ils ont présenté les excuses. Et Simon est d'un âge avancé, et comme vous le savez, avec la sagesse, je pense que tout est rentré en ordre après, je vous rassure. Mais selon certains observateurs, quand même, le MPP, en tout cas, va avoir des difficultés au nord, risque de perdre le nord après donc, le décès de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. On a l'impression que le parti a du mal véritablement à imposer quelqu'un au nord aujourd'hui. Non, le parti ne doit pas imposer quelqu'un, c'est quelqu'un qui doit s'imposer. Donc, à la limite, il est vrai que après le décès de Salif Diallo, qui est une personnalité où il a marqué l'histoire et puis il a quitté la politique par la grande porte. Je pense qu'il est très difficile de remplacer Salif Diallo. Ça, il faudrait lui dire. L'expertise qu'il avait, la carrure qu'il avait,
et aussi, Salif n'était pas n'importe qui. Donc au niveau de la région, c'est au fils de la région, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui ne parlent pas beaucoup, mais au fur et à mesure, vous allez voir, parce que vous en convenez avec moi, que la politique ne se mène plus comme avant, où un individu peut taper sa poitrine pour dire que toute une région, c'est moi qui maîtrise. Le monde évolue et les gens ont évolué. Quand tu ne payes pas leur électricité ou leur eau, tu peux prétendre pour dire que c'est toi le leader d'une région. Donc, il y a des vérités qu'on va te clasher. Donc, il faut gérer intelligemment les choses au lieu de chercher des leaders régionaux. Je pense que même les jeunes ne doivent pas encourager les politiciens à ce niveau pour s'accaparer d'une région, mais de chercher à faire avancer la région, que d'autres personnes aussi viennent continuer. Moi, je vois la chose comme ça. Il y a eu aussi cette conférence de presse des jeunes de votre parti, notamment donc à Bobo Dioulasso, une sortie médiatique pour exprimer leur déception, estimant que les promesses du président à leur endroit tardent à se concrétiser. Vous êtes notamment donc le secrétaire national chargé donc de ces questions de jeunesse et de mouvement. Déjà, comment vous avez vécu cette sortie médiatique? Bon, je rappelle que quand j'ai atteint 45, quand j'ai passé la main au ministre Bachir Ismaël Ouedraogo, mais c'est vrai que c'est des jeunes que je connais bien et que la lecture aujourd'hui, il faudrait être sincère, c'est sous le vent du changement que le MPP est venu et on a bel et bien dit mouvement. Donc il y a un certain nombre de formations politiques que des jeunes, il y a 2 ans de cela, où n'ont jamais fait la politique, se sont engagés dans le MPP. Donc, pour certains, leur manière de voir le gâteau, d'autres, la manière de voir l'évolution du pays, d'autres, c'est un défi pour faire mieux que ceux qui étaient là. Donc, nous n'avons pas la même vision. Donc, tout ce beau monde-là, quand vous les regroupez, il y a d'autres qui vont toujours dire que chez moi, ça ne va pas. Mais avant de marcher pour le 30-31 dans la rue, il y avait des gens cravatés qui ont laissé les cravates pour sortir en tricot et on se ressemblait tous. Mais après ça, chacun doit aller essayer de faire ce qu'il est en train de faire. Bon, ceux qui pensent qu'on peut toujours mettre le nom de quelqu'un dans un concours, ça c'est révolu. C'est pas au MPP nous allons chercher des problèmes. Et ceux qui pensent que tout tripatouillage, vous avez même vu que c'est par électronique maintenant le concours, tout ça se passe. Donc c'est une bonne volonté pour assurer que les aspirations du peuple lors de 30-31, que nous avons bénéficier. Nous pouvons le dire, nous ne devrons pas décevoir ce peuple-là. Ils peuvent dire qu'il n'y a pas assez de lutte contre la corruption, mais il y a déjà le décret d'application du délit d'apparence que nous avons eu le courage. Et d'autres ont voté, nous avons eu le courage. Qui est sorti un jour pour dire que bon, je vais utiliser ça pour chasser les militants du MPP parce que je pense qu'ils sont corrompus. Pour chasser celui qui reste, le reste, on va continuer. Nous ne pouvons pas interdire quelqu'un. Donc ces jeunes-là pensent à un certain nombre de choses. Après explication, eux-mêmes ils ont compris que dans la vie, il faut se former, travailler pour se faire de l'argent. Vous pensez que c'est des gens qui veulent être inscrits peut-être facilement dans des concours ou... Non, pas forcément. Quand il écrit, parce qu'en politique, quand vous dites que si nous gagnons le pouvoir, nous allons essayer de résorber la question de l'employabilité des jeunes. Oui, il est clair qu'ils attendent leur emploi. En fait, c'est ce que je veux caricaturer, mais pour dire que la manière accélérée là, est que le gâteau qu'on pose sur la table pour la jeunesse du Burkina Faso, ce n'est pas obligatoirement pour les jeunes du MPP seulement, mais c'est pour l'ensemble des jeunes du Burkina Faso qui doivent tendre leur main pour prendre. Mais à l'intérieur du bureau même, il y a certains. Le docteur Émile Paré, lors du lancement donc, de la rédaction de ses mémoires, a estimé justement qu'au sein du MPP, en tout cas, il a exprimé sa désapprobation, parce que pour lui, le MPP a gagné le pouvoir. Il n'est pas question qu'au moment maintenant de constituer, par exemple, l'exécutif, le gouvernement, eh bien, on nomme d'autres personnes. Voilà, à des postes de responsabilité qui n'ont pas eu cet engagement au moment donc, en tout cas de la bataille politique pour l'avènement donc du pouvoir MPP. C'était un pavé également dans la mare qui vient d'un homme du Sérail. Non, je pense que à écouter Émile Paré, à l'intérieur, beaucoup de militants même peuvent lui donner raison parce qu'il y a des ministres qui sont étrangers à eux. Mais maintenant, quand on sait que le parti avait un premier responsable et que le parti avait un comité directeur, il y a un certain nombre d'actions que ces personnes-là maîtrisent et ils savent qui a fait quoi pour qu'on arrive là où on est aujourd'hui et quel est le pacte qu'on a avec tel parti ou tel parti et que ces ministres-là
soit ils appartiennent à un autre parti politique, soit ils appartiennent à la société civile, ou c'est des personnes qui ont l'air en tant que personnes de ressources burkinabées, que nous avons pensé que telle difficulté à ce ministère, il peut résoudre. Donc, Émile Paré a sa raison, mais bon, moi particulièrement, je pense que je ne vais pas le faire, parce qu'il y a des cadres au niveau du MPP, comme le bureau exécutif national et le bureau politique national. C'est des instances qui siègent régulièrement et que tout ce qu'il dit là se passe. Mais je vous rappelle que le Premier ministre a fait tout pour que tous les ministres puissent venir se retrouver avec le bureau exécutif du MPP pour qu'on puisse mettre des périllosités pour essayer de régler un certain nombre d'incompréhensions. Bon, donc, mais la sortie, on est en politique. Bon, je pense que chacun a ses raisons. Est-ce que Émile Paré n'a pas dit tout haut, peut-être ce que beaucoup au sein du parti pensent tout bas? Mais c'est ce que je viens de vous dire. Ce qu'il sait du parti, en entièreté, moi je ne le sais pas. Mais ce que je sais, il n'en sait pas aussi. Donc, il est normal quand il y a la démocratie dans un parti politique, qu'on puisse le dire. Mais c'est ce que je dis, moi-même personnellement, c'est la manière qui ne s'y est pas. Voilà, sinon ce qu'il a dit, il y en a qui vont l'applaudir parce que, bon, tel ministre est là, il sort à la télé, il dit que non, bon, c'est un programme politique, tu exécutes et tu ne peux pas te démarquer publiquement du programme politique. Il est clair. Quand des ministres disent que bon, je n'ai pas la carte du parti. Non, ça, il n'est pas obligé de dire qu'il a la carte du parti ou il n'a pas la carte du parti. Eh bien, il le dit franchement, s'il n'a pas la carte du parti, il va dire qu'il n'a pas la carte du parti. Ça, je pense qu'il n'y a pas de gêne en ça. Et celui qui l'a mis là où il est, c'est pourquoi il est là-bas, en n'ayant pas la carte du parti. Donc, je pense qu'on est clair. Et cette même personne a eu aussi la sagesse d'écouter les membres du bureau exécutif national avant, et à tout moment, avant que le gouvernement ne puisse la liste ne puisse être publiée par les voies de presse pour que le MPP donne sa lecture et sa vision du prochain gouvernement. Donc je pense que nous sommes en démocratie, c'est ça il dit. Mais est-ce que vous ne croyez pas que ce soit préjudiciable pour 2020 ? Parce que si des gens se rendent compte qu'ils ont, je caricature, mouillé le maillot en 2015 et s'attendaient quand même à un retour, un juste retour en fait de la manivelle, et que voilà, finalement il n'en est rien, et que à côté, peut-être d'autres personnes qu'ils estiment étant moins méritants en termes d'engagement sont promues. Est-ce que vous ne craignez pas que peut-être pour 2020 les gens ne mouillent plus le maillot comme en 2015 ? Je vais dire que le leadership de la jeunesse pour quitter le CDP, ce fut ma propre personne. Aussi, au niveau de l'implantation du parti, au niveau de la jeunesse, j'étais au devant des choses. Et quand on a pris le pouvoir, et même à l'Assemblée nationale, je n'avais pas de bureau. J'étais fait ma partie du bureau, c'est dans la buvette que je recevais les gens. Et je pense qu'il y a une chose qui est là. Soit on est venu pour chercher des postes, soit on est venu pour relever un défi. Je vous ai dit quelque chose ici. Quand on démissionnait, c'était pour voir d'abord, pour que l'opinion et tous ceux qui nous ont couru dans la politique, qu'ils chassent par rapport à cette situation pour le Burkina Faso. Voilà notre vision. Et je pense que c'est ce que nous avons accompli, la part des choses. Mais quand vous dites qu'il y en a qui seront dessus pour 2020 et autres, donc il y en a combien qui veulent être ministres? Vous avez des militants qui sont en train de lutter contre les terroristes de l'autre côté. Vous avez des militants qui se cherchent à Banfora pour survivre. Vous avez d'autres militants. Mais malgré tout ça, ils se réclament de MPP toujours parce que c'est que le président Roch Marc Christian Kaboré a dit qu'il va faire. Il y croit et il commet. Ils ne vont jamais être conseillers municipaux ni députés, mais ils sont toujours MPP. Pourquoi des gens se disent, si je ne le suis pas, je pars? Ce n'est pas des militants. C'est des militants aériens, comme j'aime le dire. Ils sont prêts pour aller ailleurs. Si ça ne marche pas encore, ils partent ailleurs. Du côté de l'opposition également, on a vu, on s'organise, l'opposition affûte ses armes avec des alliances qui se dessinent. On avait vu autrefois le rapprochement entre l'UPC et le CDP. On a vu récemment les libéraux également qui se sont mis ensemble pour promettre donc la défaite du MPP en 2020, l'ADF, RDA et l'UPC. Est-ce que tout cela ne vous inquiète pas? Non, je pense que l'alliance du l'UPC avec le CDP, ça faisait notre bonheur. Parce qu'au sein même du l'UPC, avec tous ceux où on était au niveau de ces FOP ensemble, à la place de la nation, les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. Eh bien, nous, c'est la porte ouverte. C'est clair. C'est clair, je pense que la politique, c'est ça aussi. Ne nous inquiétez pas du tout. C'est comme je vous ai dit, même nous ne sommes pas sortis avec une liste de membres du bureau politique seulement et de militants jusqu'à fin qu'on fait du bureau. Non, beaucoup de militants du MPP
nous ont suivis parce que nous avons dit que nous allons faire une rupture avec Blaise Compaoré et que nous allons essayer de voir à notre manière pour que les grands mots qui est la liberté d'expression, les grands mots qui sont la lutte contre la corruption et l'injustice flagrante là, et l'indépendance de la justice, nous allons travailler pour cela. Beaucoup nous ont suivis pour cela. Et je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, pour les alliances de l'opposition, ne vous inquiétez pas. Pas du tout. Si hier, c'était des libéraux et des sociaux-démocrates qui ont dit qu'ils sont des grands baobabs, ils ont fait un mariage, excusez-moi de l'expression, un mariage gay qui ne peut rien produire comme enfant. Et aujourd'hui encore, on dit non, les libéraux vont s'attraper pour arriver. Et 2 semaines après, un sort pour dire que non, d'ailleurs même lui, il serait le futur président, et ils vont montrer maintenant qui est qui. Bon, donc, pourtant, quand on fait ça, bon, c'est comme si on vous est déballé d'un carton venu de la Chine populaire, le Burkina Faso ne vous connaît pas, vous parlez comme ça. On sait qui est qui a amené qui dans ce qu'on est aujourd'hui, quelle est la part contributive de tout un chacun dans la situation qu'on est aujourd'hui. Le Burkina Faso, la population, nous connaissent nous tous en détail. Donc pour nous, rassurez-vous, notre préoccupation aujourd'hui, c'est de ne pas laisser ce que nous devrons faire pour rendre compte en 2020, pour essayer de participer aux rêves et au cauchemar des gens par rapport à 2020. Non, non, non. Nous, c'est un résultat que nous voulons montrer, c'est ça qui nous préoccupe. Alors, M. Moussé, on va parler de l'actualité, le référendum pour le passage à la 5e République. Certains estiment qu'il ne faut pas voter parce que la situation sécuritaire ne le permet pas. Économiquement également, il serait un gâchis de mettre de l'argent pour voter un texte consensuel. Beaucoup disent que c'est la voie indiquée pour un texte aussi important. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez très bien que nous sommes en politique. Pour des questions sensibles, qui va de l'intérêt général des Burkinabés, des gens préfèrent l'utiliser pour faire de la politique avec, sans essayer de voir ce qui arrange les Burkinabés, oui ou non. Quand on ramasse 10 milliards ou 20 milliards pour faire des élections, des gens vont le faire. Si nous voyons que la voie parlementaire peut nous arranger, si toutefois on décide, ils vont sortir dans la rue pour dire ici qu'ils ne sont pas d'accord. Donc je pense que cette question de dialogue que le président a enclenché, que vous suivez présentement, va nous permettre de trouver un consensus pour pouvoir faire quelque chose qui arrange tous les Burkinabés. Donc, mais je suis convaincu qu'il y en a qui attendent chaque étape. C'est ça aussi la politique. Chaque étape de la vie pour poser, transformer ce qui n'est pas un problème en un autre problème. Du moment où... Pour vous, est-ce que la voie parlementaire est la meilleure ou bien est-ce qu'il faut voter, personnellement? Personnellement, il y a ce que je peux dire. Du moment où je suis dans un parti politique, au niveau de l'instance exécutive où des processus sont entamés présentement, je pense que je préfère laisser ce que les discussions vont donner pour m'aligner effectivement. Alors, M. Moussé, l'insécurité avec cette semaine de nouvelles tueries, notamment donc à Arbinda, une attaque terroriste et derrière voilà, un conflit intercommunautaire. Le scénario a été le même qu'à Yirgou autrefois. Alors, certains estiment justement que c'est le manque de fermeté, notamment à Yirgou, qui fait qu'aujourd'hui on vit ce genre de situation. Parce qu'après Yirgou, effectivement, c'est vrai que la justice est en train de mener ses recherches, mais jusqu'à présent, on n'a rien vu véritablement une action concrète de fermeté qui a été posée. Jean-Emmanuel, je vais vous poser une question. Quand vous voulez la fermeté, on n'a qu'à aller ramasser des soldats au Cameroun ou ailleurs pour venir appliquer la fermeté au Burkina Faso. C'est les mêmes policiers qui sont là, c'est les mêmes gendarmes qui sont là, c'est les mêmes militaires qui sont là, et c'est la même justice qui est là. Et le MPP n'a pas une marque dans l'administration ou dans la fonction publique d'homme particulier. Donc, il y en a aujourd'hui qui veulent profiter pas des situations pour orchestrer des scénarios, pour diaboliser, sous prétexte qu'au Burkina Faso, il y a une situation. Moi, je pense qu'il est clair, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les grandes associations, les OSC même, qui peuvent aller chercher des fonds pour mener des enquêtes superficielles, que nous quittons dans cela. Parce que vous voyez, ce qui s'est passé, je suis de la société civile, mais pour des sujets sensibles, des communautés où depuis jadis, nos parents, les peuples ont toujours gardé les bœufs. Les gens ont eu confiance, ils ne peuvent pas élever des bœufs si ce n'est pas les donner aux peuples.
Et depuis des centaines et des centaines d'années, on est vivre ici. Et comment se fait-il que subitement, on va dire que non, communauté Peul, non, il faut... Non, je pense que non. Les terroristes peuvent venir des Mossi, des Samo, comme des Peuls. Mais nous tous, nous savons que c'est venu du Nord. Mais s'ils viennent du Nord, ils ne peuvent pas venir passer d'une autre communauté qui est au Sud en priorité, plus que ceci. Et le mode de recrutement, il prend les plus faibles. Mais ici, quand ça arrive, en tout cas ceux qui critiquent en fait la manière de gérer la situation, c'est que quand ça arrive, il faut quand même tout de suite montrer la présence de l'État, la fermeté de l'État, pour que ceux qui se rendent coupables, par exemple, en tout cas de tuerie et autres, puissent tout de suite être appréhendés. Des bandits qui ne cessent de démoraliser nos troupes sur Facebook tout le temps, même si on les attrape 2 heures de temps, c'est les mêmes personnes qui vont sortir pour parler. Et cette question de fermeté, si vous envoyez des militaires et des gendarmes pour aller essayer de mettre l'ordre d'une autre manière, c'est les mêmes incidents que vous allez constater. Le procureur au niveau de la région est sorti pour parler. Vous pensez que c'est à nous de donner le rythme au procureur? Et conclusion, notre justice n'est pas indépendante. C'est ce que les gens vont dire. Donc, même nous-mêmes, nous sommes coincés personnellement, parce qu'on a envie de donner des réponses sur le plan international pour dire que ce que les gens veulent assimiler, ce n'est pas d'autres communautés qui sont contre les Peuls, mais c'est tout juste des tactiques, des manières des terroristes qui essaient d'une manière ou d'une autre pour aller dans des communautés moins instruites, pour essayer de les mettre en conflit par d'autres systèmes qu'eux se les maîtrisent. Il n'y a pas les chefs coutumiers. Il y a également la même situation, bon, pas la même situation, mais à Zouaga, il y a également eu des morts cette semaine avec, voilà, 8 morts dans des affrontements, en tout cas un problème autour de la chefferie au niveau de la localité. En fin janvier, on avait déjà eu un épisode où il y avait eu déjà 4 morts. Là également, bon, certains estiment qu'après janvier, il n'y a pratiquement aucune mesure qui a été prise, ne serait-ce qu'à titre conservatoire, pour éviter donc véritablement que l'escalade ne se produise. Malheureusement, la situation s'est produite encore. C'est vrai qu'à l'issue du Conseil des ministres, il y a un message de fermeté qui a été lancé. En tout cas, le gouvernement a promis que les coupables vont être arrêtés. Mais là, véritablement, est-ce que c'est parce que quand il n'y a pas d'arrestation, les gens ont envie de se venger? Oui, c'est pour cela que vous voyez que même au niveau du Parlement, il y a un certain nombre de lois par rapport à l'information et au renseignement que nous sommes en train de voter. Quand vous parlez de Zouaga, ces intéressés n'étaient pas sur le territoire de Burkina Faso. Il était difficile aux OPJ de pouvoir mettre la main sur des personnes qu'on est en train de mener des enquêtes qui n'existent pas sur le sol burkinabé. Ils étaient du côté du Togo. Bon, si vous vérifiez bien, bon, c'est comme ça. Donc, mais sinon, à la date d'aujourd'hui, moi je pense que c'est que nous tous nous devons essayer d'implorer et de demander toujours la grâce de Dieu pour que Dieu ait toujours nos FDS pour pouvoir faire face à la situation. Mais nous sommes convaincus d'une chose, les terroristes n'ont jamais gagné dans aucun pays dans le monde la victoire. Mais il y a les dégâts collatéraux qui sont en train de s'aimer et notre vivre ensemble qui sont en train de utiliser des intellectuels parmi nous-mêmes pour compliquer la situation. En fait, c'est ce qui est préoccupant aujourd'hui. On va parler aussi de cette grève des transporteurs. Une grève finalement sans père, si je peux le dire, parce que la plupart des syndicats de transporteurs se sont démarqués donc du mouvement, mais le mouvement a bien existé et il n'est pas encore totalement terminé parce qu'on a voilà, des fils de camions aux différentes entrées, notamment de Ouagadougou, qui perturbent également la circulation. Là également, c'est la preuve quand même qu'il y a quand même un problème. Il y a un problème parce que tout simplement, vous voyez, quand il faut recasser pour reconstruire, ils sont en train de faire l'air fêtière. À la limite, il y a des mécontents parmi. Mais là où je suis tout à fait d'accord avec vous, comment se fait-il que c'est un chauffeur qui dicte les principes aux propriétaires du camion? Là, réellement, il y a un problème. Sinon, que ce qui se passe aujourd'hui, il y a des abandons de camions à tout bout de champ de rue et vous ne voyez pas le propriétaire. Donc aujourd'hui, à Ouagadougou, tout le monde le sait, nous n'avons pas de logistique possible pour dégager en un rien temps tous ces camions-là. Sinon, normalement, c'est en fourrière, on devrait envoyer tous ces camions-là. Mais ce que je veux dire, le gouvernement... ça s'éternise, que des conflits de leadership au sein donc, des transporteurs aboutissent chaque fois à la prise en otage pratiquement de tous les pays. C'est ce qui va aboutir d'une manière ou d'une autre à la dissolution de certaines structures.
Voilà, vous voyez que le Burkina Faso dépend pour la paix, la stabilité, il y a des partis politiques qui n'hésitent même pas à brûler le pays. On sent ça, parce que quand il dit cela, ce n'est pas tous les militants du parti politique, mais quand les responsables du parti politique s'engagent pour des déstabilisations ou autres. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais en étant du côté législatif des choses, je ne suis pas de l'exécutif, mais je vous rassure que d'une manière ou d'une autre, les jours à venir, rien ne va se répéter encore, parce que la mesure que le gouvernement a prise pour demander à FDS de restaurer l'ordre, je pense que nous allons voir dès les jours qui suivent que c'est en exécution. Je suis convaincu. Alors, M. Mossé, le Front social également, qui préoccupe, notamment au ministère de l'économie, avec pas un mot d'ordre officiel, bien sûr, d'arrêt de travail, mais des activités qui tournent au ralenti. Voilà, au vu aussi de tout le monde depuis un certain temps. Comment vous réagissez à cette situation? Le Front social, il faudra dire qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé avec le maximum de grève plus que depuis le Burkina Faso et Haute-Volta. Tout cela, c'est d'une manière ou d'une autre d'interpréter la liberté que le MPP a amenée. Et pour moi, il va falloir un franc-parler, parce que quand nous disons que plus rien ne serait comme avant et que nous voulons que chacun n'a qu'à serrer sa ceinture à son niveau bien donné, il y a la question des défenses des positionnements, des statuts particuliers et autres. Donc, tout cela, je pense que quand on invite des syndicats aussi pour des débats, il ne faut pas qu'ils s'absentent, parce que la suite logique, on connaît. C'est pour sortir pour dire que non, on campe sur notre position. Défier l'État, défier l'administration. Mais ce qui se passe aujourd'hui est similaire au terrorisme. Ce n'est pas seulement verser du sang qui est du terrorisme. Quand des populations sont abandonnées et ils ont eu la chance pour avoir des ouvrages avant l'hivernage, quand des populations sont abandonnées et ils ne peuvent même pas rejoindre les chefs-lieux pour régler leurs questions de papier administratif, et qu'il y a la possibilité et un entrepreneur doit les exécuter, et qu'on refuse d'enregistrer son marché, et qu'on refuse de poser des actes qui puissent lui permettre de continuer, ben, je ne sais pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, ce qui se passe, les banquiers doivent assumer l'entière responsabilité de certains actes qu'ils ont posés. Parce qu'à aucun moment, personne ne va lui dire que mon oncle doit m'envoyer de l'argent des États-Unis. Bon, donnez-moi de l'argent quand ça va venir. Voilà, mais voilà mon salaire. Bon, et on laisse son salaire, on dit comme il a des promesses, des choses. Bon, on part sur cette base-là. Ça pose un problème. Vous parlez des prêts octroyés donc sur la base du fonds commun. Sur la base du fonds commun. Sur la base du fonds commun. Et ces jeunes gens qui ont bénéficié de ces frais, ben, je pense que c'est la faute à une certaine hiérarchie aussi, et qui, à un moment donné, le fonds commun ne dérangeait personne. Mais, vu la manipulation des textes, où dans les calculs, nous voyons qu'en 2020, on risque de passer à 100 milliards avec le fonds commun, mais c'est inquiétant quand vous dites que vous allez venir pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Cet enseignant qui est à quelque part où il n'y a même pas de lumière, il n'y a pas de... C'est son portable, il va utiliser pour corriger. Comment on en sort aujourd'hui? Parce que la situation est là. On n'a pas le choix, on va trouver une solution. On va trouver une solution. Mais maintenant... En redonnant les fonds communs? Ça serait amer d'une manière ou d'une autre. Ça au moins c'est clair, on ne peut pas sortir dans cette situation-là sans que ça soit amer. C'est ce que je peux vous rassurer. Voilà, parce que le Burkina Faso doit vivre. C'est la seule chose que je sais en tout cas. Que nous ne pouvons pas, au détriment de l'avance. Tout le monde entier avance, les pays africains avancent, l'Afrique de l'Ouest avance. On ne peut pas admettre les pays restants en retard. Donc, à tout moment, dans la vie, il faut des chocs pour qu'un peuple puisse évoluer aussi. Et je pense que peut-être qu'on est en train de mettre dans une condition où il y aura on va passer par cette voie-là aussi. Alors, M. Mossé, pour finir, l'actualité internationale, Abdelaziz Bouteflika, finalement, donc, qui a donné donc, sa démission sous la pression donc, populaire, en demandant même pardon au peuple algérien. Un peuple qui ne compte pas en rester là, parce que c'est tout le système, en tout cas, que le peuple veut voir partir. Aujourd'hui, quelle est votre lecture de cette situation? Et est-ce que vous pensez que la démission de Bouteflika peut faire redescendre le mercure en Algérie? Non, pas du tout. En fait, le peuple algérien s'est inspiré des autres révolutions. Ils se sont inspirés des autres révolutions parce que quand on voyait dans d'autres cieux, l'armée a profité, faire un coup et puis prendre le bénéfice de la révolution. Je ne vais pas citer le pays. Et quand vous partez ailleurs, même le Burkina Faso,
c'est parce que le CFOP était mal placé ou pour essayer de prendre la tête du pays, mais sinon, à la limite, personne n'invitait ceux qui sont venus prendre le pouvoir lors de l'insurrection au Burkina Faso. Les noms des militaires qui étaient cités, c'était Lougué et d'autres personnes. Mais et normalement, s'il n'y a même pas de tricherie dans l'armée, c'est Honoré Navarrete qui devrait être le président pour continuer avec les choses. Donc, c'est pour dire que ce qui s'est passé dans le monde, et aujourd'hui, quand vous regardez notre administration et ce qui se passe au Burkina Faso, les blocages et les pièges, le peuple algérien est en train d'utiliser les leçons données dans les autres pays, les révolutions, pour essayer de demander à toute la classe de bouger. Quand vous suivez très bien, Bouteflika à un moment donné a dit qu'il va essayer de voir pour trouver une parade. Et après il dit de laisser, il va terminer son mandat, et il va. Après il dit non, lui il va partir avant. Et on lui dit non. Bon, il a compris quand l'armée est sortie pour lui dire que bon, d'ailleurs même, tu es invalide. Est-ce que c'est aujourd'hui l'armée s'est rendu compte que ça ne va pas et qu'il n'est pas à mesure de diriger? L'armée le savait, mais les gens se sucraient. Et donc les gens ont compris que derrière un système, il y a toute une mafia qui est posée et que absolument il faut balayer tout. Et sinon, vous qui êtes sortis, si vous rentrez, vous n'existerez plus. Donc je pense que le peuple est dans cette logique-là. Sinon, ceux qui ont contribué à faire sortir les gens, tous ceux qui sont au dehors, ils savent que si cette machine-là reste, eux-mêmes, c'est fini pour eux. Donc je pense qu'ils sont dans cette logique et que c'est légitime ce que le peuple est en train de faire. Monsieur Moussé, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci d'être passé encore sur le plateau de Sur la Brèche. Voilà, mesdames et messieurs, l'invité de ce soir, je le rappelle, était donc monsieur Abdoulaye Moussé, qui est donc député MPP, 5e vice-président de l'Assemblée nationale. Merci à vous qui avez suivi cette émission et à dimanche prochain pour un autre numéro de Sur la Brèche.